On ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention, pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la Macronie n'en finit plus d'essayer de détourner l'attention des Français avec le spectre d'une future entrée en guerre contre la Russie en Ukraine. Rendre invisible, marginaliser, faire taire les pouvoirs en place à la manœuvre contre la presse alternative et dissidente. Une nouvelle illustration du phénomène avec l'affaire Sleeping Giants contre le média Frontières. Saga Africa, attention aux secousses, Macron n'est pas seulement en échec en Europe et sa tournée africaine est l'occasion de rappeler le recul désastreux de la France sur le continent africain. Discours va-t-en-guerre du chef d'état-major des armées, guide de survie digne d'un enfant de 8 ans distribué aux Français. La Macronie finissante ne sait plus quoi inventer pour détourner l'attention des Français de leurs problèmes réels du quotidien. Nicolas de Lamberterie. La Macronie en fin de cycle fait mine d'avoir des rêves humides de front de l'Est. En effet, depuis plusieurs années, les gouvernants euromondialistes ressassent la thématique d'une confrontation possible à venir avec les forces armées de la Fédération de Russie, présentées comme une menace pour la sécurité du continent tout entier. C'était le thème de l'intervention du général Mandon, chef d'état-major des armées, qui intervenait au Congrès des maires de France. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Nous sommes fondamentalement forts, nous sommes fondamentalement plus forts que la Russie. Mais il faut accepter que nous vivons dans un monde en risque et que nous pouvons devoir utiliser la force pour protéger ce que nous sommes, ce qu'il nous manque. Et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Notons également que Fabien Mandon a rappelé que non, l'armée russe ne risquait pas d'arriver en Alsace, mais que l'engagement de la France était selon lui nécessaire au titre de la solidarité. On remarquera d'ailleurs que le lieu d'intervention du général Mandon n'était sans doute pas anodin, puisque le Congrès des maires de France, c'est l'un des rendez-vous par excellence de la France de la ruralité. En clair, dans l'éventualité peu probable d'un engagement français dans le conflit ukrainien, l'élite au pouvoir aurait une préférence assez nette pour aller recruter chez les jeunes issus de la France rurale et donc autochtone, plutôt que chez les enfants de la bourgeoisie des centres-villes ou chez les Français de branche des banlieues.
Parmi les politiques français, c'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui a vivement réagi aux propos du général Mandon. Le député RN Sébastien Chenu a également réagi, mais de façon plus modérée, se contentant de déclarer que le général Mandon n'a aucune légitimité pour tenir de tels propos alarmistes. Et dans l'éventualité d'un enthousiasme insuffisant, rappelons que le gouvernement prépare pour de vrai quelque chose de beaucoup plus concret, le renforcement des forces de répression. Interrogé en commission parlementaire par le Sénat fin octobre, le directeur général de la Gendarmerie nationale, Hubert Bonneau, a d'ailleurs clairement rappelé qu'en cas d'engagement de la France dans le conflit en Ukraine, la gendarmerie serait mobilisée sur le territoire national en vue entre autres de faire face à des mouvements de protestation. Si nous avons un engagement majeur à l'Est, par exemple, je pense que ça ne se passera pas sans agitation sur le territoire national. Je pense que nous pourrons avoir l'action de proxy, des actions de sabotage, mais aussi des manifestations. Je ne suis pas sûr que tous nos concitoyens soient favorables à ce type d'engagement, par exemple. Par ailleurs, puisque nous sommes en guerre permanente, tantôt contre les gilets jaunes en colère, tantôt contre les virus invisibles, tantôt contre les Russes qui n'ont toujours pas fini de conquérir le Donbass mais pourraient bien arriver à Quimper la semaine prochaine, le gouvernement vient enfin d'envoyer aux Français le fameux guide de survie annoncé depuis des mois. Ce document, intitulé « Tous responsables » et dont la trentaine de pages est d'une pauvreté abyssale, nous apprend entre autres choses qu'en cas de crise, il faut avoir à boire et à manger, pouvoir se soigner et avoir chaud. Étant donné que désormais plus d'un tiers des Français souffrent du froid car ils ne parviennent plus à payer leurs factures de chauffage, on pourrait presque en arriver à se dire vivement la guerre afin de pouvoir se chauffer de nouveau. De l'autre côté du Rhin, le gouvernement fédéral allemand fait également mine de l'imminence de la guerre. Selon le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, l'Europe a vécu cette année son dernier été de paix. Pistorius affirme lui aussi que l'Allemagne sera opérationnelle d'ici 3 ans pour être en conflit. Si le renforcement de l'industrie de défense est un tout petit peu plus sérieux côté allemand que français, l'agitation du spectre de la guerre semble toutefois poursuivre le même objectif, celui de liquider la démocratie et de mettre hors d'état de nuire les opposants politiques. C'est ainsi que le président de la République allemand, Frank-Walter Steinmeier, a déclaré qu'il était normal d'exclure de la vie publique les ennemis de la Constitution et de les empêcher de devenir juges, enseignants, soldats, fonctionnaires ou maires. En clair, des deux côtés du Rhin, on est au moins d'accord sur une chose, l'urgence de réprimer les citoyens qui ne s'enthousiasment pas pour les pseudo-velléités guerrières des hommes soja qui les gouvernent. Le front ou la prison, voilà donc le rêve des élites euromondialistes pour tous les sans-dents qui ne se réjouissent pas de la perspective de voir leur niveau et leur qualité de vie s'effondrer au nom de guerre contre des ennemis invisibles. Muselage de la presse libre, mise au banc et chasse au pluralisme, les sleeping giants, les médias publics et les institutions et même Emmanuel Macron veillent au grain de l'uniformité médiatique. Comme un air de déjà-vu, les Sleeping Giants sont de retour, longtemps moins en vue. Ce groupe uniquement actif sur Internet exerce des pressions sur des enseignes et marques. En s'en prenant aux médias Frontières, anciennement Livre Noir, le groupe est parvenu à faire plier l'enseigne Leroy Merlin, qui a annoncé retirer ses publicités du site d'information. Le procédé est éculé, accuser un média de diffuser des contenus inappropriés, ici des contenus, je cite, xénophobes et de diffamer des ONG. La méthode s'inscrit dans un mouvement plus large d'entrave à la liberté de la presse, incluant le shadow banning ou bannissement furtif. Cette pratique, déniée par les plateformes mais largement constatée, réduit la visibilité des contenus sans notification via algorithme ou modération humaine. Avant la reprise en main de Twitter par Elon Musk, des comptes dissidents politiques avaient ainsi été rendus invisibles ou moindrement visibles. En France, ce mécanisme affecte souvent des médias alternatifs, de droite ou conservateurs, menant à une perte de followers, c'est-à-dire de personnes qui les suivent, et donc d'engagement, favorisant une uniformisation des opinions. Sur YouTube, par exemple, les contenus proposés par TV Liberté font l'objet d'une mise en avant très aléatoire, en dépit du nombre d'abonnés qui approche le million.
Le système médiatique français, dominé par des entités publiques, inclinées à gauche, amplifie ces pressions. Mardi, Radio France et France Télévisions ont ainsi assigné en justice CNews, Europe 1 et le JDD pour dénigrement. Ces médias sont accusés d'une campagne systématique suite à l'affaire Legrand-Cohen, révélant des connivences entre journalistes d'État et Parti socialiste. Les patrons Sybille Veil et Delphine Ernotte dénoncent des propos virulents et ciblés contre les médias publics. Les médias publics, eux, ne se gênent pourtant pas pour attaquer leurs confrères du privé et surtout sous la ceinture. Et figurez-vous, et c'est mon drame, que les petites cathos d'extrême droite, ça me plaît. Ça me fait chavirer, ça me transporte, ça m'excite. Tu me plais, Charlotte. Oui, tu me plais au-delà du raisonnable. Quand je pense à toi, j'ai des envies de vacances en Autriche, en culotte de peau. Un humour qui, dans la bouche d'une personnalité de droite, serait qualifié de harcèlement sexiste. Mais la réopage de chroniqueurs et journalistes payés par vos impôts ne rendent pas de compte, ou presque. Début novembre, une nouvelle forme de censure a pris place dans le paysage médiatique, avec la confirmation par le Conseil d'État de la condamnation de CNews à 20 000 € d'amende par l'Arcom pour diffusion sans contradiction de propos climato-sceptiques d'un économiste niant le réchauffement anthropique. Les médias publics, eux, ne sont pas tenus de placer un contradicteur pour tout élément d'opinion de gauche qui sort de Radio France. Plateforme, mafia des médias publics et Arcom, l'offensive est aussi partagée jusqu'au trône élyséen. Emmanuel Macron évoque souvent ses envies de censure, comme il a pu le faire le 12 novembre dernier. Il faut qu'on se dote de mécanismes pour avoir de la visibilité sur les algorithmes. C'est-à-dire vers quoi ces algorithmes vont me pousser. S'ils me poussent tout le temps vers des fausses informations, c'est pas possible. Reste à savoir qui déterminera ce qui est vrai ou faux. Derrière le prétexte de la responsabilisation, c'est une véritable chasse au pluralisme qui pourrait s'engager avec des opinions autorisées allant de Raphaël Glucksmann à Xavier Bertrand. Il faut mettre un système en place, on a les bases, mais c'est ça qu'on veut accélérer, pour retirer ces contenus qui sont faux et donc imposer des responsabilités de modération à ces réseaux sociaux et ces plateformes. Et 5e point, il faut chasser les faux comptes. Chasser les faux comptes, le compte X d'Emmanuel Macron pourrait ainsi voir son nombre d'abonnés s'effondrer. Cela peut aussi interroger sur l'usage des faux comptes par des partis politiques, notamment celui du président de la République. En excommuniant des médias et des lanceurs d'alerte des réseaux sociaux, en muselant la presse, le pouvoir en place veut faire place nette et s'épargner la présence de voix dissidentes. Sans médias alternatifs, pas de contre-pouvoir au moment du Covid. Sans médias de droite, pas de médiatisation de l'assassinat de Thomas à Crépol par un halogène. L'inquiétude du pouvoir est ici de ne plus être maître du narratif. En soutenant les médias alternatifs, vous devenez maître de l'histoire qui se raconte et des thèmes qui s'imposent. Une arme qu'Emmanuel Macron et la clique voudraient vous confisquer. En attendant, notre chaîne comptera bientôt 1 million d'abonnés. Celle d'Emmanuel Macron en compte moins de 400 000. Emmanuel Macron entame une tournée africaine pour espérer développer de nouveaux liens après le recul désastreux de la France. Mais c'est un président affaibli qui représente le pays et qui ne suscite plus que l'indifférence. Explication, Édouard Chano. Emmanuel Macron atterrit ce 20 novembre à l'île Maurice, première étape d'une tournée africaine avant le G20 de Johannesburg ce week-end. Il finira celle-ci au Gabon et en Angola pour un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Du côté de l'Elysée, on confie vouloir impulser des dynamiques et renouveler la relation avec l'Afrique. En clair, sauver ce qui peut encore l'être, alors que la diplomatie française a subi en quelques années une succession de revers désastreux. Emmanuel Macron, en 2017, entretenait l'espoir d'en finir avec la France-Afrique et d'inventer une nouvelle amitié avec les anciennes colonies. Mais dans l'ancien précaré français, il a multiplié les maladresses diplomatiques, trahissant une méconnaissance totale du terrain africain, comme l'explique la journaliste Leslie Varenne, auteure de l'essai Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite. La responsabilité de Macron, même s'il arrive sur un terrain déjà nié, est entière. C'est 100% de responsabilité dans l'État qu'entretient aujourd'hui la France avec la grande partie des pays africains francophones. Ça, c'est un manque de vision, c'est un manque d'humilité, c'est un manque de compréhension des nouveaux enjeux, un choix d'entourage qui ne connaissait pas spécialement l'Afrique. Là, Emmanuel Macron s'apprête à faire une tournée en Afrique. Je constate que c'est presque un non-sujet pour les pays africains. Il y a quelques articles dans la presse française, mais
en Afrique, personne n'est même au courant. Enfin, si vous voulez, maintenant, on est arrivé à quelque chose que j'envisageais depuis longtemps en disant l'Afrique est en colère, mais attention à l'indifférence. Et maintenant, on est arrivé à l'indifférence. Exemple parmi tant d'autres, en 2021, il s'adressait à la société civile africaine à Montpellier lors d'un sommet Afrique-France sans convier les chefs d'État africains. Emmanuel Macron s'est rendu 40 fois en 8 ans en Afrique, dans 26 pays. Il a battu sa coulpe, reconnaissant le massacre de 35 tirailleurs le 1er décembre 1944 au Sénégal, ou la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, mais rien n'y a fait. Bien sûr, les coups d'État ont aggravé la donne. En 2020 au Mali, 2022 au Burkina Faso et 2023 au Niger. L'armée française, qui pendant 8 ans échouait à sécuriser la région, a été objectivement chassée. Aujourd'hui, les djihadistes sont aux portes de Bamako au Mali, les juntes échouant aussi à rétablir la paix en dépit du soutien russe. Mais y compris dans des pays plus stables ou alliés, la pression populaire a eu raison de la présence militaire française. Que cela soit au Tchad, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, celle-ci est désormais résiduelle, avec 600 hommes en Afrique de l'Ouest, 1500 à Djibouti et 350 au Gabon. C'est l'une des raisons pour laquelle Emmanuel Macron se rendra à Libreville afin de soutenir les nouvelles autorités et de conserver sa présence sous la présidence du général Brice Clotaire Oligui Nguema, élu en avril dernier. Désormais, Paris affirme vouloir se tourner vers l'océan Indien et de fait vers des pays d'Afrique anglophone, notamment le Nigeria et ses 220 millions d'habitants. Mais on peine encore à discerner une vision et surtout une compréhension des perceptions locales, comme le souligne Leslie Varenne. Les éléments de langage sont toujours les mêmes, renouvellement de la relation de la France avec l'Afrique, des partenariats gagnant-gagnant. On voit que vraiment il n'y a eu aucun effort de retour d'expérience qui a été fait, que je note aussi et qui montre combien on n'a pas compris que Emmanuel Macron part pour 5 jours en Afrique, il va visiter 4 pays. Et sur ces 4 pays, il y a 2 jours qui seront consacrés au G20 en Afrique du Sud. Donc ça veut dire qu'il fait encore ce que les Africains détestent, lui ont toujours reproché, des sauts de puce. Il passe peu de temps dans les pays. On sait très bien que ça compte le temps qu'on passe. Si c'est pour arriver le matin, le soir, c'est juste des exercices de com, mais il n'y a rien. Les Africains détestent ces tournées éclairs. Mais ça fait rien, on continue, on recommence, voilà. La concurrence géopolitique accrue, souvent évoquée par Paris en mal d'excuses, est forte bien sûr. La Chine, mais aussi la Turquie gagnent du terrain. Pékin domine les marchés d'infrastructures, notamment la construction des routes et des ports, tandis qu'Ankara multiplie des accords militaires. C'est d'ailleurs l'armée turque qui devrait récupérer la base militaire tchadienne d'Abéché, jusque-là occupée par l'armée française. Selon Leslie Varenne, la France, qui est désormais à égalité avec les autres puissances étrangères, paie l'affaiblissement d'Emmanuel Macron. La France est devenue un pays comme un autre parmi tous les pays qui cherchent à s'implanter en Afrique. Il ne peut pas aller dans tous les pays du Sahel, ni au Tchad. Il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire après des élections qui ont été très contestées, qui sont toujours très contestées. Le seul pays un peu de l'Afrique à papa, comme on dit, c'est le Gabon, où il va aller. Et il va aller soutenir quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Bon, après, il y a eu des élections, mais aussi Emmanuel Macron fait ce qu'il peut. Personne n'ignore la situation dans laquelle il est en France. Personne n'ignore les sondages qui sont assez catastrophiques pour lui. Je ne sais plus s'il est à 11 ou 15%, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et donc, c'est un président très affaibli qui fait ses tournées. Un président donc très affaibli et qui se rend au G20. Emmanuel Macron pourrait y croiser le président algérien Abdelmadjid Tebboune, quelques jours après la grâce accordée par Alger à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, grâce à l'action de Berlin, qui, visiblement, a désormais plus de poids diplomatique que Paris. Passons à présent à l'actualité. En bref, en France. Sale temps pour les profiteurs de l'immigration. Les associations immigrationnistes font face à une crise financière sans précédent. Benoît Hamon, candidat socialiste très malheureux à l'élection présidentielle de 2017, est désormais directeur grassement rémunéré d'une officine immigrationniste répondant au nom de Singa, déplore une perte de 40% des ressources, une perte due à des baisses de subventions publiques et au retrait de partenaires privés comme des fondations américaines. Les ONG, dont le rôle de complice des passeurs est de plus en plus mis en évidence, n'ont plus la cote dans le charity business et des mécènes préfèrent des causes neutres
pour un meilleur retour sur investissement. Seule la fondation BNP Paribas maintient ses financements, insistant, je cite, sur la nécessité de changer le regard sur les réfugiés. SOS Méditerranée et le centre Primo Levi subissent aussi des coupes budgétaires menant à des réductions d'effectifs. Difficile de circuler en costume autour de la station Rosa Parks dans le 19e arrondissement de Paris. La banque BNP Paribas, qui soutient l'immigration, va faire déménager une partie de ses bureaux. 2000 salariés travaillant actuellement à proximité de la station Rosa Parks vont s'installer à Levallois-Perret ou à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Il y a un an, BNP Paribas avait pourtant renforcé son dispositif de sécurité dans le 19e arrondissement en ajoutant 5 agents aux 13 déjà présents pour surveiller les abords des immeubles du quartier. De 7h30 à 22h, ces vigiles, disposés à des points stratégiques entre les arrêts de transport en commun et les bâtiments de bureaux, devaient veiller à la tranquillité des salariés. Ceux-ci pouvaient même demander un accompagnement depuis le hall des bureaux jusqu'à la station de RER Rosa Parks. Mais les employés continuent de fustiger un climat anxiogène, certains se sont plaints d'agressions, et beaucoup fustigent une dégradation accélérée après les Jeux Olympiques de 2024, au cours desquels les policiers ont déplacé de nombreux trafiquants, lesquels sont venus dans ce quartier. La coordination rurale change de tête. Mercredi, le deuxième syndicat agricole de France a élu son nouveau président. Bertrand Vanteau est éleveur de vaches limousines et président de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne depuis 2019. Il a la réputation d'un homme d'action et de terrain tout en sachant dialoguer avec les politiques. Il a été élu avec 74 voix contre 68 face à Véronique Le Floch, la présidente sortante, dont certains adhérents critiquaient un dialogue trop passif avec le ministère de l'Agriculture. Avec Bertrand Vanteau, le mot d'ordre est le suivant: ne pas devenir une FNSEA bis. L'une de ses volontés affichées est aussi d'éviter une tendance à la centralisation de la coordination rurale, défendant un syndicat au service des équipes départementales dans la défense des paysans. Reste à savoir si les tracteurs vont bientôt redescendre dans les rues, alors que l'accord UE-Mercosur suscite des inquiétudes, notamment pour les éleveurs français. Un sujet que le nouveau président de la coordination rurale connaît bien. Coup de raquette face aux raquettes. Terence Huntman, joueur de tennis de Boulogne-sur-Mer et grand collectionneur de cartes Pokémon, a été ému par l'histoire du petit Nino, un enfant de 4 ans à Grenoble. Le garçon s'est fait voler son classeur de cartes dans le tramway alors qu'il voulait les montrer à un ami. Une scène somme toute banale dans cette ville de l'Isère. Le père du petit garçon inconsolable a partagé l'incident sur le réseau social Instagram. Touché, Terence Huntman a décidé d'envoyer à l'enfant de nombreuses pochettes de cartes, une peluche Pikachu, un t-shirt et des balles de tennis dédicacées. 3 fleuves à Lyon, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Ce jeudi à minuit, le Beaujolais nouveau est arrivé. Dans la région lyonnaise, c'est toujours l'occasion de fêtes traditionnelles telles que des tonneaux roulés jusqu'à l'hôtel de ville de Lyon depuis une péniche amarrée sur la Saône ou des défilés dans les villages. Pour ce millésime 2025, les vignerons du Beaujolais défendent des vins de qualité, mais en faible quantité en raison d'intempéries. L'actualité internationale en bref. À Gaza, 10 000 disparus gisent encore sous 60 millions de tonnes de gravats depuis la fin des hostilités. Les familles et les secouristes fouillent à l'appel, faute de bulldozers et en dépit de la menace des bombes non explosées. L'armée israélienne interdit l'accès aux zones proches de la frontière, bloquant toute recherche. Des journalistes étrangers sont aussi refoulés. Les fouilles n'avancent qu'au compte-gouttes. Si chaque corps retrouvé ravive le deuil, des milliers d'entre eux risquent de rester ensevelis à jamais. De son côté, l'ONU a prévenu que sans déblaiement massif, Gaza deviendrait un cimetière géant. La Syrie de l'islamiste Al-Shara, serpillière de l'État israélien. Benjamin Netanyahou a visité mercredi des troupes israéliennes déployées en Syrie au-delà de la ligne de démarcation entre les deux pays en état de guerre. Accompagné de son ministre de la Défense Israël Katz, de son collègue des Affaires étrangères Gideon Sa'ar et du chef du Shin Bet David Zini, cette visite a été confirmée par un porte-parole du gouvernement. Les médias israéliens ont rapporté l'information soulignant l'importance de ce déplacement dans un contexte tendu. Israël maintient une présence militaire dans la région pour sécuriser ses frontières face aux menaces potentielles en Syrie. Pourtant, les islamistes au pouvoir, reçus en grande pompe par Donald Trump à la Maison-Blanche, sont très conciliants avec le voisin hébreu. Dans un rapport accablant publié ce jeudi, l'ONG Save the Children tire la sonnette d'alarme. 11 967 enfants ont été tués ou blessés par des armes explosives dans les zones de conflit l'an dernier, un pic historique depuis 2006, en hausse de 42% par rapport à 2020. Parmi
Parmi eux, 4676 enfants ont perdu la vie, souvent sous les bombes larguées par des armées étatiques qui fournissent 70% des cas documentés entre 2020 et 2024. À Gaza, ce sont plus de 20 000 enfants palestiniens qui ont été tués depuis octobre 2023, selon le ministre palestinien de la Santé. Le Soudan, la Birmanie, l'Ukraine et la Syrie complètent ce tableau sinistre où les bombardements aériens, responsables de plus de la moitié des attaques, ignorent le droit international humanitaire. La FIFA et l'UEFA interdisent tout affrontement au sens propre et figuré entre le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine lors des barrages européens de la Coupe du Monde 2026, invoquant des risques sécuritaires liés aux tensions balkaniques persistantes. Les deux nations dauphines respectives de la Suisse et de l'Autriche dans leur groupe de qualification devaient potentiellement s'affronter en mars prochain pour l'une des 4 dernières places européennes au grand tournoi nord-américain. L'héritage des guerres yougoslaves plane encore, crainte de débordements violents, stade sous haute tension et une histoire de rivalité qui empoisonne le football régional depuis la déclaration unilatérale du Kosovo en 2008. Les règles de l'UEFA sont claires, la sécurité prime sur le sport, a souligné un porte-parole de la Confédération, soulignant l'exclusion automatique de cette paire lors du tirage au sort ce jeudi à Zurich. Ce soir immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.